C'est un monument de l'histoire américaine qui est en train d'être transformé en profondeur. Depuis son retour au pouvoir en tant que président des États-Unis, Donald Trump mène un chantier d'envergure, et ce, dans son propre bureau, celui de la Maison-Blanche. C'est une métamorphose hors norme à plus de 400 millions de dollars qui est en cours. Objectif principal, construire une immense salle de réception à la place de l'aile est du bâtiment. Un chantier décrié qui montre l'importance capitale de ce lieu de pouvoir. Bonjour à tous, je suis Théo, le fondateur de la chaîne, et aujourd'hui je vous emmène à Washington pour entrer dans l'intimité d'un des lieux les plus connus au monde, et surtout, découvrir son évolution future. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Looking For. Cette polémique n'est pas la première pour cet emplacement stratégique du pouvoir mondial qui a bien changé au cours des siècles. Il assure toujours pourtant sa fonction première, être le siège du président des États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, George Washington, premier président du pays, souhaite faire construire une résidence présidentielle dans la capitale qui deviendra Washington. Il s'entoure d'abord de l'architecte français Pierre-Charles L'Enfant. L'homme n'est pas tout à fait un inconnu, puisqu'il façonne les grands axes de la capitale en construction. Mais ses projets, notamment pour l'édification d'une maison présidentielle, sont jugés trop ambitieux. Si le modèle d'urbanisme pour la ville, qui deviendra Washington, est globalement confirmé, ce n'est pas le cas de ses vues pour la maison présidentielle. George Washington et Thomas Jefferson, alors secrétaire d'État, décident de lancer en 1792 un concours national. À la clé, 500 $ ou une médaille équivalente pour celui qui fournira les plans du bâtiment qui accueillera le pouvoir présidentiel des États-Unis. Une somme qui peut paraître modeste, mais qui correspond à presque 17 000 $ actuels, en considérant l'inflation. C'est finalement l'architecte irlandais, James Urban, qui est sélectionné parmi 8 autres candidats. Un architecte dont on sait peu de choses, car ses archives personnelles ont été perdues, et que peu d'autres constructions lui sont attribuées. Reste qu'il conçoit un monument d'inspiration néoclassique et palladienne, en grande partie construit avec du grès. Un lieu qui s'installe sur les rives du Potomac, à une adresse qui deviendra mythique, le 1600 Pennsylvania Avenue. La première pierre est posée en 1792. Selon l'association historique de la Maison-Blanche, la construction aurait coûté environ 232 000 $, soit près de 8 millions de dollars aujourd'hui. Le 1er novembre 1800, le président John Adams et la première dame, Abigail Adams, emménagent dans le bâtiment, encore inachevé. Depuis cette date, tous les présidents américains ont vécu dans cette demeure. Ironie du sort, seul George Washington manque à la liste. Et depuis, l'édifice a suivi l'histoire mouvementée du pays. Exemple en 1814. Le pays est alors en guerre avec l'Empire britannique, depuis 1812. Les États-Unis cherchent à s'emparer d'une partie du Canada actuel, alors sous contrôle britannique. Plusieurs batailles de cet affrontement marqueront le roman national américain, et notamment l'incendie de la maison présidentielle en 1814. Le conflit se termine avec un statu quo entre les deux nations, et laisse place aux réparations. La bâtisse est reconstruite par James Urban et l'architecte Benjamin Henry Latrobe. Et un détail va devenir particulièrement iconique. À l'origine peint en jaune, le bâtiment sera entièrement repeint en blanc. Très vite, le surnom de Maison-Blanche va se propager, jusqu'à devenir le nom officiel du lieu en 1902, sous la présidence de Theodore Roosevelt. L'histoire de ce lieu de pouvoir nous rappelle que l'architecture n'est jamais figée. Elle peut évoluer de bien des manières à travers les siècles, et quand on se demande comment le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une question fascinante se pose: comment reconstruirait-on une civilisation à partir de zéro ? C'est exactement ce que fait ce livre, The Book, le guide ultime pour rebâtir une civilisation. Ce n'est pas une encyclopédie classique, c'est un guide magnifiquement illustré qui explore les plus grandes inventions et découvertes de l'humanité. Une véritable œuvre artisanale, réalisée par plus de 50 experts. Ce que j'aime le plus dans ce livre, ce sont les illustrations. Elles combinent les dessins techniques avec un style inspiré de l'art médiéval. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de lire pas mal d'encyclopédies et de livres thématiques, et je peux vous dire que c'est l'un des plus beaux livres que j'ai eu entre les mains. De la couverture rigide laminée au papier d'Armad Premium, tout respire la qualité. C'est le genre de livre qu'on garde sur une étagère pendant des années, pas quelque chose qu'on lit une fois avant de le ranger dans un placard. Ce livre est parfait si vous vous intéressez à la science, à l'histoire ou au design, et c'est aussi un super cadeau à faire. Je l'ai tellement adoré que j'en ai offert un exemplaire à mon neveu pendant le week-end de Pâques. Il est super curieux et ne l'a pas lâché des mains. Si vous voulez y jeter un œil, le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et avec mon code LookingChannel10, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction.
Theodore Roosevelt est important dans l'histoire du lieu, puisqu'il en redessine l'organisation intérieure et fait agrandir le bâtiment. L'agence new-yorkaise McKim, Mead & White supervise les travaux d'un monument qui prend la forme qu'on lui connaissait jusqu'à maintenant. Les sous-sols sont aménagés, des salles de réception sont créées, tout est fait pour affirmer le pouvoir présidentiel. Il faudra pourtant attendre 1910 et le président Taft pour que le célèbre bureau ovale, le bureau du président, soit créé. Devenue l'un des symboles d'un pays en plein essor, la Maison-Blanche n'est pas sans faille et menace même de s'effondrer. Entre 1948 et 1952, une immense rénovation est entreprise. L'intérieur est entièrement démoli pour ne laisser que les murs extérieurs. L'architecte Lorenzo Winslow s'occupe de la reconstruction qui coûtera près de 6 millions de dollars, ce qui revient à près de 80 millions aujourd'hui. Siège du pouvoir, réceptacle de l'histoire américaine qui reçoit près de 500 000 visiteurs par an, la Maison-Blanche est un écrin sans pareil. Et chaque locataire veut y laisser son empreinte. Entre 2010 et 2016, sous la présidence de Barack Obama, plusieurs projets de modernisation sont entrepris en matière de durabilité énergétique. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur 7 hectares. Le bâtiment, lui, couvre 5100 mètres carrés, avec 132 pièces, dont 35 salles de bain, des bureaux, 16 chambres, des salles de réception, une bibliothèque et de nombreux espaces de loisirs. Un lieu rempli d'histoires et d'anecdotes que le nouveau locataire veut changer radicalement. Une véritable fourmilière qui voit transiter chaque jour des centaines, voire des milliers d'employés, se répartissant entre les équipes du président et du pouvoir exécutif, le personnel chargé d'entretenir et de faire fonctionner le lieu, ou encore les gardes de sécurité. Officiellement, cependant, c'est seulement la famille présidentielle qui réside dans le lieu, en tant que locataire. À noter aussi qu'ils ne payent pas de loyer. Les présidents doivent néanmoins gérer leurs propres dépenses pour la nourriture, les vêtements, les articles ménagers ainsi que les frais de coiffure par exemple. Venu du milieu de la construction, Donald Trump n'a jamais vraiment quitté sa casquette de promoteur immobilier. Et son deuxième mandat semble confirmer cette inclinaison, avec une vision qui cristallise à la fois ambition architecturale et enjeu politique. La construction d'une gigantesque salle de bal à la place de l'aile est de la Maison-Blanche. Une solution à un problème pointé de longue date par l'administration américaine. Et oui, la Maison-Blanche ne dispose pas d'un endroit assez grand pour accueillir les réceptions de grande ampleur. La Maison-Blanche ne possède actuellement qu'une grande salle de réception intérieure, l'East Room, dont la capacité avoisine les 200 invités. Les grandes cérémonies, elles, nécessitent régulièrement l'installation de structures temporaires sur la pelouse sud, une solution logistique coûteuse et éphémère. Cela implique la location de tentes, d'équipements temporaires et la remise en état de la pelouse notamment. Les frais pris en charge par le département d'État dans le cadre du budget des visites officielles. La nouvelle salle de bal ambitionne de résoudre cette contrainte. Les données communiquées évoquent une surface de près de 8400 m² et une capacité pouvant atteindre plusieurs centaines d'invités, selon les versions présentées. La nouvelle construction dépasserait donc en superficie la résidence originelle, ce qui prouve l'immensité du projet voulu par Trump. Elle sera située à la place de l'aile Est, un rajout de 1902 profondément remanié. Un lieu d'habitude réservé à la première dame. Présenté avec fracas, le projet de Donald Trump est décrié. Il n'est pourtant pas nouveau dans la tête du magnat de l'immobilier. En 2016, sous la présidence de Barack Obama, il avait proposé de financer, à hauteur de 100 millions de dollars, l'édification d'un tel lieu, une offre qui avait été rejetée à l'époque. Une fois au pouvoir, il a décidé de mettre son plan à exécution, et les travaux ont débuté sans approbation du Congrès américain ou des commissions compétentes. Ils ont même choqué une partie des Américains avec la destruction pure et simple de l'aile est du bâtiment et du couloir qui permettait de s'y rendre. Tout ça alors que le 47e président avait au départ promis de ne rien détruire, juste d'agrandir. Cette façon de faire est attaquée par les associations de protection du patrimoine et les amoureux de ce lieu de la démocratie américaine. Pour autant, elle ne semble pas illégale. Cela peut paraître contre-intuitif, surtout à Washington, où de nombreuses règles d'urbanisme sont en vigueur, notamment pour l'édification de gratte-ciel dans la ville. Une image qui tranche avec celle de New York, une ville qui semble vouloir toucher les nuages. Une course au gigantisme qui n'est d'ailleurs pas près de s'arrêter, comme je vous l'avais montré dans une récente vidéo mettant en avant les 5 plus hauts projets de construction qui doivent sortir de terre d'ici 2030. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de cette vidéo en description. Mais pour en revenir à Washington et à la Maison-Blanche, une loi est à prendre en compte, le National Historic Preservation Act. Celle-ci oblige les agences fédérales à examiner tout projet de construction sur des propriétés historiques. Mais il existe 3 exceptions à cette règle. La Maison-Blanche, le Capitole et la Cour suprême des États-Unis.
Cependant, à cause de la valeur symbolique du lieu, et pour plus de transparence, les présidents américains successifs ont systématiquement fait valider leur dessein par la Commission nationale d'aménagement de la capitale. Un chemin que Donald Trump n'a pas voulu suivre, selon lui trop long. Certains juristes et amoureux du patrimoine veulent faire stopper cette construction et laissent des procédures judiciaires. Les textes de loi mis en avant par ceux qui veulent stopper le chantier sont complexes et truffés de détails juridiques qui donnent matière à discuter sur la légalité du chantier initié par Donald Trump. Comme l'indique CNN, un juge fédéral a exprimé en janvier son profond scepticisme quant à l'autorité de Trump pour construire la salle de bal sans l'autorisation expresse du Congrès. Mais les machines continuent pour l'instant de tourner. Le 20 février dernier, la commission des Beaux-Arts a quant à elle approuvé la dernière version du projet pour des raisons esthétiques. D'abord confiée au cabinet McCreary, la construction est désormais entre les mains du cabinet Shalom Baraint Associates. Un chantier qui doit se finir avant la fin du second mandat de Donald Trump, en janvier 2029. Une date de remise du lieu à l'été 2028 est souvent citée. Pour l'instant, les travaux de destruction et de déblaiement ont eu lieu, et le travail fondamental sur les fondations, en sous-sol, a commencé en janvier. L'East Colonnade, détruite pour les travaux, sera reconstruite et surélevée par un second étage fermé. Il ne reste donc plus que 2 ans et demi pour matérialiser les plans que le milliardaire a montrés sur toutes les chaînes de télé lors de ses annonces. On peut y voir une salle de bal monumentale. Elle reprend aussi une décoration qui correspond au style que le président a appliqué à ses propriétés, comme par exemple sa résidence en Floride, Mar-a-Lago. Il en résulte une utilisation forte du marbre et du doré. Un style qu'il a déjà mis en place dans le reste de la Maison-Blanche, puisque le magnat de l'immobilier a pris le temps de redécorer le lieu à son goût, comme l'ont fait d'ailleurs avant lui tous les autres présidents. Donald Trump a précisé que la plupart des matériaux de construction essentiels pour la salle de bal ont déjà été commandés ou sont prêts à l'être, rendant tout arrêt du chantier pratiquement impossible. Parmi ces matériaux figurent l'acier structurel, le béton préfabriqué, le marbre et la pierre, les fenêtres et portes, ainsi que des éléments de sécurité spécifiques comme le verre pare-balles et une toiture anti-drone. Selon Trump, suspendre les travaux à ce stade serait trop compliqué et causerait de graves perturbations pour la Maison-Blanche et le projet lui-même. La façade extérieure de l'aile Est a été récemment dévoilée avec plus de détails. L'entrée principale du bâtiment, à la façade néoclassique, se fera par un grand escalier niché dans le coin arrière du site, le long de la colonnade. La grande salle de bal sera située au 2e étage et fera plus de 2000 mètres carrés. Un espace aéré comme le montrent les grandes fenêtres visibles sur les rendus architecturaux. L'étage en dessous devrait être consacré à la logistique et à l'intendance que nécessite un tel endroit. Autre élément au cœur du débat, le prix. Au départ, le projet devait coûter 200 millions de dollars. Aujourd'hui, il a été réévalué entre 300 et 400 millions. Mais qui va payer la facture ? Pas le contribuable apparemment. Selon Donald Trump, c'est lui-même qui le fera, en tout cas en partie. Il a en effet annoncé prendre en charge les coûts de ce chantier avec l'aide de généreux patriotes et de superbes entreprises. Le républicain a organisé un grand dîner pour remercier des milliardaires et grandes entreprises d'avoir fait des dons. Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la tech comme Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense, Lockheed Martin. Les opposants au projet s'alarment des possibles contreparties politiques accordées aux personnes et entreprises qui l'ont aidé financièrement. Comme les contreparties, les montants des dons restent pour l'heure très opaques. Autre question, la suite des opérations. Il est notamment question de l'ajout d'un nouvel étage au-dessus de la salle de presse, afin de préserver les proportions historiques du bâtiment. Bien que Donald Trump ait affirmé que la salle de bal n'affecterait pas la structure actuelle, ce nouvel étage se situerait au-dessus de la célèbre colonnade blanche, immortalisée par des générations de présidents américains. La ballroom, reflet assumé de la vision présidentielle de Trump, ne cesse de cristalliser les tensions. Quoi qu'il en soit, elle restera un marqueur important de la nouvelle Maison-Blanche, un lieu où Donald Trump laissera son empreinte de manière fracassante et peut-être même permanente. En effet, plusieurs rumeurs faisaient état du fait que cette nouvelle salle de bal porterait le nom de Trump, une information que l'intéressé a démentie en conférence de presse. À voir ce qu'il se passera ensuite. Le nom de l'actuel locataire finira peut-être tout de même à s'inscrire en grand dans la capitale. La ville est actuellement en effervescence avec de nombreux projets révélés ces derniers mois. C'est par exemple le cas pour l'aéroport Washington Dulles International Airport, que Donald Trump souhaite voir remodelé en profondeur, voire reconstruit. Fin janvier, plusieurs cabinets d'architectes ont rendu leur copie pour le futur aéroport. La proposition de Bermelo Adjamil et Partners, en partenariat avec Zaha Hadid Architects, présente des rendus détaillés du terminal avec le nom de Donald Trump apposé sur une structure prospective. Si le chemin pour faire advenir cette réalité est encore long, la perspective est sur la table. Et c'est sur ce nouveau projet que nous terminons cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, si vous aimez les histoires d'architecture, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car ici vous êtes vraiment au bon endroit. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite
sur Looking For.